Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de la Web TV du Journal Toulousain, et on va commencer aujourd'hui avec un match politique, alors particulier puisqu'il ne concerne pas deux élus toulousains mais deux chroniqueurs, deux spécialistes de la vie politique toulousaine. D'un côté, notre politologue Stéphane Beaumont. Stéphane, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Heureux de vous retrouver, c'est une bonne rentrée. Les vacances ont été bonnes? Tout à fait, la lecture a été fournie. Et l'écriture aussi? Et la marche aussi. Guillaume Trouillet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du site d'info toulouseinfo.fr. Le site internet se porte bien? Très bien. Bon, alors on va commenter aujourd'hui la rentrée politique toulousaine qui est plutôt agitée parce qu'il s'est passé pas mal de choses pendant l'été. Est-ce que d'abord, messieurs, on peut dire que nous sommes enfin en campagne municipale? Est-ce qu'avec ce mois de septembre, nous sommes dans le fameux virage? Stéphane? Je crois qu'à force d'en parler, on finit par y être. Et nous y sommes puisque les différents partis ont déjà élaboré quelques noms de candidats, élaboré leur tactique, sans toutefois la dévoiler. Si on prend l'UMP, elle a dévoilé sa liste des candidats à la candidature. Et la période de candidature s'est achevée avec 31 candidats, 18 hommes et 13 femmes. Et le vote définitif des militants aura lieu, date à retenir, le 28 septembre. Vraie rentrée pour l'UMP le 28 septembre. Qu'en est-il du PS? Eh bien, le parti qui l'a emporté, comme chacun le sait, en 2008 est prudent. Pierre Cohen est toujours un homme prudent, respectueux de la discipline de parti, respectueux de la procédure, c'est son côté ingénieur. Il a annoncé qu'il n'endosserait le costume de candidat que lors de sa désignation officielle le 10 octobre. 28 septembre UMP, 10 octobre pour le PS. Sans grande surprise, Stéphane, puisqu'il ne devrait pas y avoir d'adversaire en face de Pierre Cohen pour cette investiture. Au sein du PS, non. En revanche, dans la confédération des gauches, si on peut parler comme ça, ou dans le cartel des gauches à venir, il y aura effectivement soit des négociations avant le premier tour, soit des négociations entre les deux tours, soit une volonté de se compter lors du premier tour. Je parle bien évidemment des Verts, du Front de gauche, etc. Mais Pierre Cohen est relativement habitué à ces soirées marathon. Généralement, ça se passe le soir et on trouve des solutions au petit matin. Donc on a bien compris, la campagne municipale a commencé pour Stéphane. Guillaume, est-ce qu'on y est dans le dur? Oui, on y est. On y est clairement. Christine de Vérac a commencé la première. Elle a tiré la première, bien que j'ai bien vu que vous vouliez parler vraiment des deux gros partis et que Christine de Vérac... On va reparler. On en reparlera tout à l'heure, mais bon... Non, il faut en parler. On en reparlera, mais en tout cas... D'autant plus que le MoDem s'est retiré. Oui, ne lui accorde plus ton soutien. Voilà, et on en reparlera pareil fin septembre quand le MoDem aura rejoint Jean-Luc Moudenc. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est au moment où la confédération des centres était possible que l'un des deux piliers, le MoDem, ne soutient plus Christine de Vérac. On se demande si elle n'a pas fait une Il est politique. impatient ce Stéphane. On va en reparler. On va en reparler, oui. Et pour revenir sur la campagne, oui. Et pour apporter juste un petit élément supplémentaire, Pierre Cohen, lors de sa conférence de presse, a bien expliqué qu'il était là en tant que maire de Toulouse, mais il a bien et bien répondu aux questions de tous les journalistes sur absolument tous les points de la campagne. Il a parlé du Front de gauche, on en reparlera tout à l'heure, il a parlé des Verts, il a parlé de Jean-Luc Moudenc. Sans vouloir en parler, il a quand même répondu aux questions. Donc clairement, même si ça va commencer le 10 octobre officiellement pour lui, il est en campagne. Donc Guillaume, ce que tu veux dire, c'est que Pierre Cohen est en campagne sans le dire? Bien sûr. D'accord. Alors on va commencer... On peut dire un peu la même chose de Jean-Luc Moudenc, il est en campagne sans le dire. Il est incroyable, on n'en a pas à lui poser de questions. Il le dit un peu plus. Ce qui est frappant dans cette future élection, c'est qu'on a deux candidats, un maire sortant et un ex-maire sortant, Jean-Luc Moudenc. Donc ils sont tous les deux maires sortants. Qui ont un dénominateur commun, c'est qu'ils n'ont pas de charisme. Mais ils ont un autre dénominateur commun, c'est qu'ils ont une parfaite connaissance des dossiers et du terrain et qu'on les voit, malgré leur absence de charisme, sur le terrain. Alors qu'il y en a une autre qui se croit très charismatique et qui n'est peut-être pas autant qu'elle veut bien le laisser croire, et qui est moins sur le terrain et moins sur les dossiers. Bon, on va se faire que des les deux amis avec principaux Stéphane. protagonistes.
Alors on va commencer justement, messieurs, par la gauche de l'échiquier politique, avec cette première conférence de presse de rentrée qui vient d'avoir lieu de Pierre Cohen, et ce qui se passe avec, d'un côté, les écologistes, qui ont voté une autonomie au premier tour, même si on dit au Parti Socialiste que le dialogue reste ouvert, et de l'autre côté le Front de gauche animé par Jean-Christophe Sélin et Myriam Martin, qui lui, de manière idéologique, a dit qu'il serait là aussi en autonomie. Au premier tour, Guillaume, sur ce qui se passe à gauche. La stratégie est simple pour Pierre Cohen, on l'a bien vu pendant la conférence de presse. Il veut expliquer que finalement, que ce soit le Front de gauche d'un côté, que ce soit les Verts de l'autre, veulent partir tout seuls, mais qu'ils ont le même bilan et qu'ils font la même chose, et que finalement ce n'est que idéologique entre guillemets, quoi. Donc il veut montrer à tout son électorat, en tout cas l'électorat de la grande gauche, comme vous disiez, que c'est plutôt vers lui qu'il faut aller dès le premier tour, puisqu'il y aura rassemblement de toute façon au deuxième tour. Il a été assez intelligent sur les Verts. Il a parlé d'un bilan commun à part le parc des expositions. Mais voilà, les transports. Et les transports, voilà. Mais il y a un bilan quand même assez commun. Et donc, il attend de voir, mine de rien, ce que vont pouvoir proposer en plus les Verts pour voir si leur candidature est vraiment bonne, quoi. Pour le Front de gauche, alors là c'est encore mieux, il a réussi à minimiser leur importance. Il a expliqué qu'au niveau du Front de gauche, à Toulouse en tout cas, c'était plus constitué de communistes et que les communistes allaient le rejoindre. Donc il a vraiment les communistes ont des alliés objectifs. Voilà, et il a minimisé un petit peu la portée du Front de gauche. Qui sont habitués à respecter la discipline de parti. Par contre, Guillaume, par rapport aux amis de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, tu as eu une analyse intéressante la semaine dernière dans le journal toulousain où tu disais qu'il fallait faire attention pour Pierre Cohen parce que si le score était vraiment serré au premier tour, il aurait besoin des voix de Jean-Christophe Sélin et de ses amis. Clairement, de toute façon, la dernière fois en 2008, ça s'est joué à très très peu de voix. Donc tout va compter. On en reparlera tout à l'heure. Le FN les voix du FN doivent être aspirées par Jean-Luc Moudenc. C'est la même chose pour Pierre Cohen. Pierre Cohen doit faire avec le Front de gauche et doit trouver un accord à un moment donné entre les deux tours, puisque ça se fera sûrement entre les deux tours, avec le Front de gauche. Vous répondez donc déjà à la question, doit faire quand? Et vous répondez entre les deux tours, c'est-à-dire vous ne pensez pas qu'il y aura un accord avant le premier tour? Non. Stéphane. Le Front de gauche est assez agité avec Mélenchon et je crois que le vrai problème de ces municipales à Toulouse comme ailleurs, c'est de savoir si elles vont être jacobines. Je m'explique. C'est de savoir si les partis locaux vont répondre aux ordres nationaux et de savoir si les situations locales ne vont pas l'emporter sur l'ordre national ou si l'ordre national ne va pas bouleverser les situations locales. Et Mélenchon demande l'autonomie. Pour tous les partis de droite comme de gauche. Mélenchon demande l'autonomie au premier tour. Bien sûr, Mélenchon veut se compter et depuis Hénin-Beaumont, il ne s'est pas encore entre guillemets refait. Donc et puis en plus il y a quand même dans la tradition de gauche toulousaine une tradition libertaire, une tradition d'une gauche qui n'est pas communiste, une tradition qui ressemble à ce que l'écrivain Raymond Abellio appelait une sorte d'authentisme toulousain. Et je crois que ça sera une confédération des gauches ou un cartel des gauches au premier tour et qui devra devenir une seule gauche au deuxième tour. Mais la gauche est habituée aux négociations. Elle n'a pas fait plusieurs épinets pour rien, même si les épinets, vous me permettrez cet humour, laissent quelquefois des épines dans le pied des électeurs. Donc Stéphane, tu penses la même chose que Guillaume, c'est que le Front de gauche va écouter la voix de son maître? Ah oui, je pense que la tradition ne sera pas la décentralisation autonome, mais le jacobinisme centralisateur. Alors moi je voudrais attirer votre attention sur les écologistes. Qu'est-ce qui va se passer, Guillaume, au premier tour de cette élection? On entend Pierre Cohen, on avait une interview aussi la semaine dernière dans le journal toulousain de Joël Bouche, le patron du PS, qui disait que la porte restait ouverte. Chacun dit que le dialogue va rester ouvert et qu'on va espérer retrouver la même configuration qu'en 2008. Ton sentiment, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont aller au bout de la démarche, les écologistes? Déjà, il faut être clair, les militants écologistes ont voté.
Ils ont dit qu'il fallait y aller en autonomie. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Aujourd'hui, il y a des statuts, les militants ont voté, et il y a une liste qui doit se constituer. Pierre Cohen va pouvoir parler autant qu'il a envie de parler. Les Verts vont y aller au premier tour. Après, derrière, on sait très bien que les Verts veulent des postes. Et qu'il y aura négociation entre les deux tours. Mais avant, je pense qu'on peut beaucoup discuter là-dessus. Je pense que c'est fait. Et alors sur la question, alors juste Stéphane, sur la question de la tête de liste, on sait très bien là aussi, on parle souvent de tête de liste bankable, mais que les Verts n'en ont qu'une, c'est Gérard Onesta. Est-ce que tu penses qu'il va y aller ou est-ce que ce sont les leaders locaux, municipaux, Antoine Maurice et Régis Godec qui vont prendre le manche? C'est difficile à dire. Moi, clairement, je pense pas que Gérard Onesta a envie de se lancer dans cette galère, honnêtement. Donc ça se jouera entre Antoine Maurice et Régis Godec. Donc ça sera Régis Godec. Après, derrière, les Verts sont embêtés. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de tête de liste. Régis Godec a été envoyé au feu par 2 fois. Notoriété insuffisante voilà, par rapport à Onesta. Mais ils ont voulu la créer, la notoriété, au cantonal, puis aux législatives, et ça n'a pas marché. Même aux législatives, il était sur un canton qui était favorable, et ça n'a pas marché. Le score est très très décevant pour Régis Godec. Donc un candidat qui était plus ou moins lancé sur la voie royale depuis 2 élections pour préparer réellement cette municipale a été décevant 2 fois, et on va avoir un candidat au rabais sûrement. Sur les écologistes, le danger d'abord des candidatures isolées pour se compter dès le premier tour peut faire à Cohen un score inférieur à celui qu'il estime, et donc ne pas créer la dynamique nécessaire pour l'emporter au 2e tour, notamment par rapport aux nouveaux arrivants toulousains depuis une dizaine d'années, où il n'y a pas de culture politique locale, mais il y a une culture politique nationale. Donc cette culture politique nationale, elle exige bien évidemment de se compter, parce que c'est comme ça qu'on raisonne au niveau d'une élection présidentielle, et une élection municipale est à sa manière une élection présidentielle, dans les réflexes politiques qu'on connaît, et donc ensuite peut-être qu'on va faire monter un peu l'étiage de représentation en fonction des scores réalisés par ces différents partis. Stéphane. Donc il y a un danger pour Pierre Cohen à ce qu'il aurait peut-être intérêt quand même, peut-être, aux yeux de l'opinion publique, à tenter de négocier avant le premier tour. Oui, parce que la grande crainte, Stéphane, du clan Cohen, c'est de voir un Moudenc virer en tête au premier tour avec la dispersion des gauches. Exactement, en créant une dynamique et en laissant entendre, loin des combinaisons qui sont peu appréciées par l'électorat, en laissant entendre que cette dynamique va s'accentuer, et la dynamique faisant oublier le problème du FN. Alors, de la gauche, on bifurque vers le centre, messieurs. Christine de Vérac a été présente tout l'été sur le terrain toulousain. Elle n'a pas pris de vacances, contrairement d'ailleurs. Cigale ayant chanté tout l'été. Elle n'a pas pris de vacances, contrairement à Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc. Comment vous interprétez cette campagne, canon de cet été de Christine de Vérac? Comment on l'interprète, Guillaume? C'est difficile. Bon, il y a eu le sondage de janvier, il y en a eu un autre 2-3 mois plus tard. Elle était créditée. Un peu plus créditée de 3% à chaque fois. Voilà. Bon, on sait que la marge d'erreur des sondages est plus ou moins 2. Oui, voilà. Bon, 3%, elle a beau clamer que le modem était compté à côté, le modem ne fait plus partie de ses rangs, donc on revient à 3%. Ça fait peur qu'on revienne à un taux négatif. Oui, ça pourrait arriver. Mais voilà, on est aujourd'hui à 3%, et pour elle, il y a un déficit de notoriété qui est clair. Donc, il fallait pour elle essayer de rattraper ça. Or, à 7 mois, mais à 10 mois avant l'été des municipales, c'est fini. La notoriété ne peut pas se rattraper comme ça. Les scores sont trop bas. Donc aujourd'hui, elle se débat comme elle peut. C'est courageux, mais l'UDI risque de la quitter dans pas longtemps. Elle va peut-être y aller toute seule. Le MoDem déjà lui a officiellement retiré son soutien. Le MoDem l'a retiré. L'UDI, avec les accords nationaux qu'il y aura avec l'UMP, risque de se ranger derrière Jean-Luc Moudenc. On avait quand même une configuration extraordinaire pour Christine de Vérac et Jean-Luc Moudenc de créer une dynamique dès l'avant-premier tour. C'est cette confédération des centres qu'a tenté Borloo avec Bayrou.
Et au moment où il y a ce pseudo-alliage, qui en tout cas est très médiatisé, elle explose au moment où les centres pouvaient se reconfédérer et créer une dynamique. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait le dénominateur commun entre une Christine de Vérac et un Jean-Luc Moudenc? Jean-Luc Moudenc est un centriste baudisien, un centriste duhamélien, un centriste historique, un centriste, oui, d'appellation vraiment contrôlée par l'histoire. Et Christine de Vérac est arrivée là un peu à la hussarde, mais comme je le disais tout à l'heure, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue, et la bise, c'est justement le MoDem qui aurait dû l'entraîner, la pousser à tenter les 8%, et là ça va être très dur, à moins que son intelligence politique ne la conduise à considérer qu'il faut dès aujourd'hui ouvrir le dialogue avec Jean-Luc Moudenc et essayer d'être avec lui sur sa liste dès le premier tour. Non, alors ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Il n'y aura plus de dialogue entre Jean-Luc Moudenc et Christine de Vérac. Il l'a dit lui-même, dernière conférence de presse de rentrée. Elle ne veut pas parler, on ne parlera plus. Donc voilà, là-dessus, c'est bel et bien définitif. Il fallait bien clôturer ce dossier. On l'a entendu souvent de la Bien sûr, mais il fallait bien clôturer le dossier un jour ou l'autre. On en parle tout le temps, toutes les conférences de presse, tous les journalistes reviennent à chaque fois sur cet épiphénomène, Jean-Luc Moudenc, Christine de Vérac, il fallait finir. Alexis de Tocqueville disait « La politique, c'est le sens du moment opportun ». Alors c'était opportun de dire ça à ce moment-là, mais qui me dit que ça le sera également dans 3 mois? Disons, juste pour répondre à ça, pour aller chercher 3%, je ne suis pas convaincu que ça soit très intéressant d'avoir quelqu'un derrière soi qui n'est pas forcément pour soi. Alors, Guillaume, ça je suis d'accord, mais chercher les 3%, c'est important. Guillaume, ça se jouera. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça se jouera à plus ou moins 2 points? Ça se jouera à très peu, mais il me semble que les 3% de Christine de Vérac, qu'elle se rallie ou pas, se reporteront sur Jean-Luc Moudenc sans qu'elle parle. D'accord. Alors, Guillaume, d'après nos informations, ce fameux futur, j'allais dire, ralliement à Jean-Luc Moudenc serait l'œuvre de François Bayrou lui-même, d'après nos informations. Est-ce que ça veut dire que François Bayrou sait que l'UDI va rallier Jean-Luc Moudenc aussi à Toulouse dans quelques semaines? Oh, il y a des chances, tout s'est fait à peu près dans le même calendrier. Bayrou s'est rapproché de Borloo, voilà, ça commence à discuter, puis dans le même temps le MoDem rejoint Jean-Luc Moudenc. Je pense que ça va arriver. Il ne faudrait pas, qu'à force de jouer la hussarde sur le toit, comme disait Giono, il ne faudrait pas qu'elle perde sur les 2 tableaux. Sur le tableau d'une candidature isolée, qui manifestement est pratiquement plus d'actualité, et sur le tableau d'une candidature d'union faisant penser que c'est elle qui va faire basculer les choses. Donc elle est dans une situation difficile où c'est son renouvellement dans un 4e mandat européen qui pourrait prendre de l'eau. Alors on va passer au cas Jean-Luc Moudenc à l'UMP. Pour revenir à l'analyse que faisait Guillaume la semaine dernière dans le journal toulousain, où tu nous expliquais que finalement la difficulté principale aujourd'hui de Jean-Luc Moudenc, c'était finalement qu'il était pris entre le centre et l'extrême droite, qu'il n'était pas encore en situation de fédérer tout le monde. Aujourd'hui, où on en est sur le cas Moudenc? Sur le cas Moudenc, c'est un centriste. Mais c'est un centriste de l'UMP. C'est un centriste qui a soutenu Jean-François Copé, même si c'est pas officiellement, c'est un centriste proche de Copé. Donc, il n'avait pas pris vraiment position. Non, il n'a pas pris position, mais... Un vrai centriste ne prend pas position. Exactement. C'est un vrai centriste. Donc il doit y avoir en tout cas des réflexes de centriste, mais une idéologie qui évolue quand même un petit peu. Alors, soit elle évolue parce qu'il faut la faire évoluer par rapport à l'électorat, ou soit elle évolue parce que Jean-Luc Moudenc est un homme qui évolue. On ne peut pas savoir, mais il va falloir pour Jean-Luc Moudenc aller prendre des voix au FN. Ici, on ne sait toujours plus à Toulouse et en région Midi-Pyrénées, à se dire le FN de toute façon ne fera pas de score. On l'a bien vu au dernier sondage, le FN est à 9. 9, ça veut dire à 1% de se maintenir. Et si le FN se maintient, Jean-Luc Moudenc perdra. Là, on l'a dit, ça va se jouer à 2 points. Il ne peut pas se permettre de perdre ne serait-ce que 3-4 voix. Donc, c'est pas possible. Et pour lui, il va devoir aller siphonner le FN. Et pour faire ça, il faut faire une campagne à la Copé. Et ça, c'est difficile, d'aller aussi
dans le centre. On a vu les conséquences que ça a emporté pour Nicolas Sarkozy au deuxième tour des présidentielles. Il va falloir. Mais Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Moudenc ne sont pas les mêmes hommes, et Jean-Luc Moudenc a quand même un historique centriste, et c'est là que le grand écart va être. Je remarquerai quand même dans l'histoire de Toulouse, dont Thomas est un des grands spécialistes, et dans l'histoire électorale, des personnalités comme Dominique Baudis ou Philippe Douste-Blazy n'ont pas été élus par le FN, mais ont été élus par la gauche modérée qui s'est mis à voter pour un candidat centriste. Donc si on reste vraiment centriste, la gauche modérée, notamment la gauche modérée des nouveaux arrivants, peut également se reporter sur Jean-Luc Moudenc et changer le vote traditionnel. L'arrivée du MoDem aux côtés de Jean-Luc Moudenc ne sera pas neutre. Elle ne sera pas neutre et c'est l'occasion pour Jean-Luc Moudenc d'être UMP en termes d'étiquette, mais d'être idéologiquement véritablement centriste. Donc pour revenir à la fameuse phrase de Guillaume qui m'a beaucoup plu, Jean-Luc Moudenc va devoir faire du copé tout en disant qu'il est centriste. Eh bien évidemment. Il doit baudiser son copéisme, si je puis me permettre cette expression osée. Comment? C'est encore mieux dit. Alors, Stéphane, là aussi c'était dans le journal toulousain de la semaine dernière, tu disais finalement que le problème qu'il y avait au niveau de Jean-Luc Moudenc, c'était justement de fédérer, c'était son gros problème du moment. De fédérer ou de confédérer, étant donné que le centre, c'est une réalité politique nationale, mais ce n'est pas toujours une réalité politique électorale parce que les modes de scrutin ne le permettent pas. Au municipal, si. D'autant plus que Jean-Luc Forget, pour l'instant, est empêché déontologiquement jusqu'au 31 décembre de prendre position, mais je pense que ça le démange tellement qu'il pourrait réapparaître au mois de janvier. Je ne sais pas s'il a envie de le faire. Mais il faudrait il pourrait être aux côtés de Jean-Luc Moudenc. Il faudrait que vous avez raison de dire être aux côtés. Je le vois plutôt aux côtés que contre au premier tour. C'est-à-dire qu'on aurait un cartel des gauches au premier tour et une union de la droite et du centre au premier tour. Avec la clé, c'est que pour ne pas avoir à en appeler ou à essayer d'avoir les voix du FN, il faudrait absolument arriver en tête au premier tour. C'est le vrai pari de Jean-Luc Moudenc et c'est le vrai défi de Pierre Cohen. Donc si je vous comprends bien, messieurs, si Stéphane, tu nous dis que Jean-Luc Forget pourrait être sur la liste Moudenc, donc s'il l'était, ça serait vers le haut forcément de la liste, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de liste Christine de Veyrac, soyons clairs. À mon avis, on se dirige vers ça, surtout que les prochains sondages, si on reste aux étiages que tu as dit tout à l'heure, à mon avis, elle ne va pas dépasser les 3 points, donc elle est en train de réussir parfaitement son suicide politique. Y compris pour l'Europe. Oui, c'est là qu'on peut en reparler, parce que, bon... Économie de troc. Voilà. À un moment donné, il y aura des négociations entre l'UMP et l'UDI. Il y en a peu, 4e mandat européen. Et on va se retrouver sur une liste bien placée aux européennes. Et... Toi, tu penses qu'il y a toujours du marchandage dans l'air? Oui, mais toujours, c'est de la politique. Hein, surtout avec la proportionnelle européenne. Il y a plein de gens à Paris qui ne retrouvent plus leur place sur la liste européenne et le Sud-Ouest est regardé comme une terre de barbares, sauvages, auxquels on peut imposer des noms parisiens. Alors, on va finir... On va revenir juste sur Jean-Luc Forget, parce que ça me semble quand même très intéressant. Jean-Luc Forget, il ne faut pas oublier que c'est une personne qui, en 2008, est allée voir Cohen entre les deux tours, qui finalement s'est retourné sur... C'était très baillouien comme position. Exactement. Qui s'est retourné sur Moudenc pour finalement faire un groupe autonome au conseil municipal. Donc la girouette Jean-Luc Forget, est-ce que c'est un atout de l'avoir derrière soi pour Jean-Luc Moudenc? C'est pas sûr, parce que Jean-Luc Moudenc justement a tiré les leçons, à mon avis, de la victoire de Pierre Cohen en 2008. Pierre Cohen a su ne pas discuter entre les deux tours, ne pas transiger. Ça ressemble beaucoup à Pierre Cohen. Hein, et ça ressemble à un certain Martin Malvy aussi. Aussi, également. Mais voilà, des personnes qui ont gagné et qui ont prouvé que stratégiquement, ils ont toujours gagné. Pierre Cohen mène 2-0 face à Jean-Luc Moudenc, il faut quand même le rappeler aussi. Voilà, est-ce que Jean-Luc Moudenc va vouloir commencer à négocier entre les deux tours, notamment avec Christine de Veyrac? Est-ce qu'il va vouloir avoir quelqu'un sur sa liste comme Jean-Luc Forget qui peut être connoté assez girouette? Là aussi, on a l'impression que Jean-Luc Moudenc a envie d'apparaître comme quelqu'un qui tranche et qui
Même s'il n'a pas un grand charisme, arrive à en jeter. Et il l'a montré, juste pour terminer, il a montré lors de la conférence de presse de rentrée, en expliquant comment il avait dit non au MJT. Le mouvement des jeunes pour Toulouse. Voilà, au mouvement des jeunes pour Toulouse qui a rejoint De Veyrac. Et voilà, il l'a expliqué, il a dit, on m'a demandé un poste, je ne transige pas, au revoir. Donc il veut montrer aussi qu'il en jette. La difficulté de mon scénario de tout à l'heure concernant l'essentrisme, et notamment celui de Jean-Luc Moudenc, c'est que le MoDem donc vient de retirer son soutien à Christine De Veyrac, et ce qui aurait pu être positif dès maintenant devient relativement difficile. Donc il y a toujours une différence dans une analyse électorale et dans un comportement électoral entre l'imaginaire politique des candidats et la réalité légitime de cet imaginaire dans l'électorat. Et on constate en tout cas que Jean-Luc Forget et Christine De Veyrac n'ont pas la légitimité populaire que peut avoir un Cohen ou un Jean-Luc Moudenc pour s'affronter au sommet. Alors messieurs, on va finir cet échiquier politique toulousain avec le Front National. On l'a vu là aussi tout l'été, malheureusement il y a eu plusieurs phénomènes d'insécurité dans la ville. Nous avons eu 2 premiers sondages, un premier à 4 pour le Front National, deuxième sondage à 9, c'est-à-dire que ça monte au fur et à mesure. On entend beaucoup de gens se lâcher autour du microcosme toulousain en disant « je vais voter Front National, je vais voter Front National ». Est-ce que la montée du Front est une réalité, messieurs, à Toulouse? Alors qu'on a toujours dit pour l'instant que Toulouse était l'épargnée. C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que le Front National n'est pas lisible à Toulouse. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas être lisibles. On ne connaît pas encore la tête de liste, bien que ce sera sûrement Serge Larose, mais on ne la connaît pas. Et de toute façon, on s'attend à ce qui va se passer. Il va y avoir une campagne avec des affiches où il y aura Serge Larose en tout petit au fond à droite et il y aura Marine Le Pen en grand. Donc il va y avoir une campagne nationale. Et d'ailleurs, peut-être que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas très content de ce que je vais dire, mais ça sera la même chose sûrement du côté du Front de gauche. Tu as raison, voilà, de les deux. Jean-Christophe, mais ce que ne fera pas le FN, c'est ce que le populisme du Front de gauche fera. Mais bien sûr, ça va être la même chose. Il va y avoir un grand Jean-Luc Mélenchon sur les affiches et un petit Jean-Christophe Célin. Il l'a dit lui-même, Jean-Christophe Célin. Je n'ai pas encore l'aura ici à Toulouse, donc c'est peut-être le bon moment. Mais pourtant, il est crédité à 8%. Mais pourtant, il est crédité à 8%, mais c'est le Front de gauche qui est crédité à 8%. C'est peut-être pas très important ce que tu dis, parce que ça pose clairement le problème de la nationalisation des municipales. Dans quelle mesure est-ce que le vote va être un vote national pour sanctionner le gouvernement ou pas? Et généralement, les premières élections après les présidentielles sont des votes de réaction et sont des votes sanctions. Et si c'est un vote sanction, la tâche de Pierre Cohen sera très difficile. Alors on va finir cette émission, c'est comme les émissions sportives, on finit toujours par les pronostics. Messieurs, en l'état actuel des choses, dans la situation politique du moment, Stéphane, avantage Cohen ou avantage Moudenc? Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Ah, je croyais. Je dis qu'on aura à Toulouse une élection serrée, très serrée. Je reprends les 2 chiffres qu'on a donnés tout à l'heure. Le vainqueur sera à plus ou moins 2% par rapport que ce soit le Cohen ou Moudenc. Et je pense qu'un événement extérieur que personne ne peut imaginer peut conduire à des prises de position qui font bouger en termes d'émotion et de compassion l'électorat. Et dernier point... les grands travaux... J'allais aborder ça. On va connaître un tsunami d'inauguration et je pose clairement la question à cette antenne. Est-ce que trop d'inauguration ne tue pas l'inauguration? C'est à Pierre Cohen de gérer ça. Trop inaugurer, c'est ne pas inaugurer. Et trop inaugurer, c'est lasser. Et trop inaugurer, c'est rappeler dans quelles conditions ces travaux ont été effectués, souvent avec la mauvaise humeur des Toulousains. Et maintenant... il y a beaucoup de Toulousains qui trouvent que ces travaux sont plutôt bien. Guillaume. C'est justement, voilà, les Toulousains trouvent que ces travaux sont plutôt bien. Ils ont râlé pendant des années, enfin oui, on peut même dire des années sur la rue Alsace-Lorraine. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que cette rue est parfaite. Le square Charles de Gaulle, c'est la même chose. Donc il y a eu beau avoir des débats. Donc ça pourrait être la même chose sur le futur tramway. Et ça sera la même chose sur le futur tramway.
les inaugurations, à Ce qui mon est avis, formidable, c'est seront que les très travaux bonnes pour sont lui. finis. Généralement, aux Jeux Olympiques, ils sont finis alors que l'athlète est déjà rentré. Ils sont pas finis quand l'athlète rentre dans le stade. Là, les travaux sont finis. C'est quand même pas rien des travaux qui sont finis. Seront finis avant décembre. Mais ça sera un avantage. Moi, à mon avis, ça sera un gros avantage et il y compte beaucoup. Après, là où c'est dur de donner un pronostic, c'est que il y a énormément de cette élection qui va dépendre du contexte national. Et le contexte national, on ne sait absolument pas où il sera en mars prochain. Donc est-ce que François Hollande continuera à chuter? Là, on a vu dernièrement qu'il remonte un petit peu. Bon, est-ce qu'il y aura une autre guerre pour le refaire remonter un peu plus? On ne sait pas, mais je veux dire, ça dépendra beaucoup du contexte national. Et puis il l'a dit lui-même dans sa conférence de presse, il a dit « je dois pouvoir mobiliser mon électorat ». C'est là que ça va se jouer pour lui. Alors lui, et c'est là que c'est assez significatif, c'est-à-dire qu'on a vu deux personnes, Jean-Luc Moudenc et Pierre Cohen, qui sont arrivés très sereins, sûrs de leur fait, qui ont une campagne face à eux qui est toute tracée. Et ils sont, voilà, ils savent où ils vont et chacun est sûr de l'emporter. Et c'est là que c'est très important parce que ça va se jouer à très peu. Peut-être à cause du contexte national, une petite pièce, mais toute petite sur Jean-Luc Moudenc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de voix d'écart qu'il pouvait y avoir en 2008, c'est-à-dire 500-600 voix d'écart. Il y a la grande inconnue de ces 12 000 nouveaux arrivants par an depuis une douzaine d'années, qui n'ont pas une culture politique locale, qui n'ont pas une culture politique toulousaine, mais qui ont une culture politique nationale et qui répondent bien à la nationalisation de la municipale. Donc c'est un cas de figure proprement toulousain. Il y a une telle démographie galopante que ça peut avoir également des conséquences que personne pour l'instant ne mesure, à moins qu'on ait des sondages là-dessus et que le journal toulousain s'intéresse à cette catégorie. Après, il y a un cas de figure qui est possible aussi, c'est moins probable, hein, mais on peut avoir très bien une quadrangulaire à Toulouse. On peut avoir le Front National et le Front de gauche à 10. Hein. Bon, le front de gauche quand on voit le monde qui a attiré pas quand on voit la place du Capitole quand Mélenchon est venu au présidentiel, on peut imaginer que ce 10 n'est pas de l'imaginaire. Messieurs, merci d'avoir décrypté cette rentrée politique ensemble et à très bientôt pour un nouveau match politique sur la Web TV du Journal Toulousain.